Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de votre intérêt. Comme annoncé, ce matin, nous allons parler culture, politique, spiritualité et autres avec l'écrivain, l'intellectuel Franck Etienne. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Franck Etienne, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Métropole qui suivent attentivement l'émission Le Point. Je l'ai dit, on va parler spiritualité. Vous êtes bien disposé à le faire? Je suis très disposé, sinon je ne serais pas là. Ok. Mais avant, on va revenir sur les remarques ou encore les réactions que vous avez eues après avoir entendu la désignation de Michaël Jean comme secrétaire général de l'OIF. Wendell, moi je crois que à côté du prix féminin obtenu par notre écrivain très connu, qui depuis ces derniers temps produit régulièrement, chaque année ou chaque 2 années, produit des œuvres valables. Vous savez que le prix féminin a été accordé à Yannick Lyons. C'est une bonne nouvelle. D'abord, un écrivain haïtien et puis une femme. Dans un contexte international où la lutte a été très serrée. Après la nomination, l'élection de notre ami Dany Laferrière au sein de l'Académie française, moi je crois que on a dit que ça a été un consensus. Mais c'est une élection quand même, élection par consensus de Madame Michaël Jean, ex-gouverneur du Canada. C'est l'événement majeur qui marque le champ de l'évolution haïtienne de ces derniers temps. Moi, je dis que l'évolution haïtienne, ça paraît paradoxal. Tout le monde partout dit Haïti est en train de descendre, Haïti est en train de tourner en rond. Moi, il y a un paradoxe qui constitue l'essence, la substance de tous les phénomènes vitaux et en particulier de tous les phénomènes humains. La science l'a reconnu. C'est-à-dire des choses qui paraissent incompatibles et puis qui se produisent. C'est ainsi que fonctionne la vie. C'est-à-dire, pendant que Haïti se débat dans les serres, dans l'étau d'une crise qui ne date pas d'hier. C'est une crise de 2 siècles, depuis l'assassinat de Dessalines. Là, vous parlez de la crise politique ou... Ah non, la crise globale haïtienne. Globale, ok. La crise globale haïtienne. Eh bien, écoutez, c'est à ce moment-là que, sur le plan culturel, depuis ces 20 dernières années, on n'en finit pas de compter les créateurs haïtiens qui brillent à l'extérieur. Oui, à être distingués. Ah, bien sûr. Oui, mais il paraît que l'année 2014 offre quelque chose de particulier ou encore de spécial à Haïti. Vous avez parlé de Yannick Lyons, vous avez parlé de Dany Laferrière, et aujourd'hui, Michaël Jean, pour ne citer que ces noms. Est-ce qu'à votre avis, il y a un travail? Ou bien est-ce que c'est le moment d'Haïti qui est venu? Ou bien est-ce que nous sommes à un carrefour particulier? Ou bien est-ce que nous autres Haïtiens, nous avons, d'une façon ou d'une autre, contribué? Le tout est vrai. C'est-à-dire l'ensemble est vrai. Il faut voir l'ensemble. Et je crois qu'ici, dans ce studio de Radio Métropole, souvent j'ai dit que l'approche moderne révélée par la science, que ce soit par la physique et l'astrophysique,
par la biologie moléculaire, ou par la physique quantique, ou par la sociologie également, toute approche authentique mérite d'être globale, totale, holistique. J'ai souvent répété ce mot, holistique. C'est-à-dire, nous sommes dans une globalité et ce n'est pas par hasard que même au niveau politique, de la politique internationale, les gestionnaires parlent de la mondialisation. Bien sûr, eux, ils mettent autre chose là-dedans. Nous le savons au niveau de la pratique, au niveau de la fonctionnalité de ce qu'on appelle la mondialisation. Mais la vision est holistique. C'est-à-dire d'abord, il y a la personnalité de Mme Michaëlle Champ. Mais fort de ce constat, Franck, c'est quoi le signal? Et comment nous autres, nous devons réagir? Alors c'est ça. Et j'en aurais à parler d'ici 20 minutes, mais je peux vous donner une idée, parce qu'il sera question pour moi de parler de cette passerelle, de ces ponts qui doivent s'établir entre la dimension individuelle et la dimension collective et la dimension nationale, au moment où on aura parlé de la spiritualité. Mais déjà, je peux vous dire que il y a des passerelles qu'il nous faut chercher pour faire passer ce que j'appelle créer cette autoroute qui permettra non seulement à l'individu haïtien de briller, ou plutôt à partir de l'affirmation des valeurs individuelles, d'atteindre maintenant à un mouvement qui puisse constituer une sorte de catalyse pour l'éveil national. Vous avez bien dit l'éveil national alors que nous sommes en pleine crise. D'abord, Franck Etienne, est-ce que vous écoutez les nouvelles? Bon, je sais que votre hobby, votre passe-temps peut être la lecture ou l'écriture. Non, la lecture, la peinture, l'écriture, mais il m'arrive, sinon les détails, les grandes lignes, les questions fondamentales touchant l'actualité nationale et internationale. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Haïti? Ah, bien sûr. Vous êtes au courant? Je ne suis pas au courant à la manière d'un spécialiste qui pourrait développer sur l'économie, sur l'éducation et à large fresque. Vous êtes au courant des manifestations en fait, qu'on organise de temps en temps dans le pays aujourd'hui? Ah oui, depuis ces 3 derniers mois, de plus en plus, il y a des manifestations, soit de la part des populations, soit pour réclamer l'eau, soit pour réclamer l'énergie électrique, soit encore pour réclamer la prise en charge de l'environnement, soit au niveau des écoles, soit au niveau des routes. Et ceci, de plus en plus, s'affirme. Et pendant cette dernière semaine, il y a eu un événement du côté de Ouanamet, Fort Liberté, il y a un événement du côté de Cabaret, il y a un événement dans le sud, et à Jacmel également. Oui. Donc moi je crois que... À Jacmel, c'est ce matin alors. Ah oui, mais c'est encore plus récent. Ce qui montre qu'il y a ce que j'appelle un mouvement qui tend à s'étendre à toute la collectivité haïtienne et que le peuple haïtien commence à se rendre compte que la politique ne concerne pas seulement des activités d'ordre institutionnel où il s'agit de nommer un député, un sénateur, ou bien de participer à des élections. Il commence à comprendre, et ça c'est bon signe, que la politique concerne toutes les activités qui modulent, qui moulent le quotidien de l'être humain. Oui, mais des gens qui nous suivent là peuvent se dire « Ah, Franck Etienne donne son soutien à ce qui se passe, en fait, au désordre ou à l'anarchie qui marque la vie de nos jours. » Non. Il y a bien sûr, parce que nous sommes
quelque part géré par une émission avec un format de 30-35 minutes. Il n'est pas question pour moi de développer avec des détails. Tout à fait. Cela, je n'avalise pas la manière, certaines manières touchant ces manifestations globales. Je suis un pacifiste. Couper les routes, vous dites quoi? Non, je suis contre. Je suis contre. Je suis contre la violence. La violence est responsable des méfaits qui frappent actuellement, non seulement Haïti, qui frappent toute la planète. Vous voyez? Non, je suis contre les méthodes utilisées. Parce qu'une manifestation, une fois que les gens gagnent les rues, je ne sais pas, ils sont 200, 300 ou 10 000, si maintenant les forces de sécurité réagissent violemment, cela peut être comptabilisé comme étant plutôt une victoire de la population qui a gagné les rues. Mais si c'est la population qui commence, n'est-ce pas, à dérailler, à envoyer des pierres contre les forces de police, ça je suis contre. À couper les routes, je suis contre. OK. Maintenant, la politique, la fameuse commission consultative mise sur pied par le président, vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler, mais je ne vais pas être long. Je te réponds ceci. La crise haïtienne, tout le monde le sait, elle est profonde. Elle remonte à 2 siècles, parce que c'est le combat d'un peuple pour accéder aux faits démocratiques. Et les activités populaires, les réactions populaires ont toujours été contrariées depuis plus de 2 siècles. Deuxièmement, s'il faut parler de la crise qui nous est proche, elle remonte à la fin de Duvalier. 86. Donc, ce qui signifie que nous sommes dans une période de contestation où un peuple se cherche. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de ratages. Mais moi, je l'ai toujours dit, il faut plusieurs chutes pour que l'enfant et même l'adulte arrive à retrouver son équilibre et qu'il puisse marcher confortablement. Les ratages et les crises parfois me font souffrir, nous font souffrir, nous apportent de la douleur, nous apportent je ne sais pas, une sorte de désolation. Pas de désespérance, je suis contre la désespérance, je suis pour le désespoir actif. Mais je suis contre la désespérance aussi bien que je suis contre l'espoir. Je suis pour le désespoir actif, c'est-à-dire nous nous sentons coincés, nous sentons que nous avons commis des erreurs qui pourraient être fatidiques. À ce moment-là, il y a une réaction qui nous porte à agir et à réagir. Alors, j'essaie de comprendre cette dimension que vous attribuez à la crise qui ne date pas d'hier, encore moins d'aujourd'hui, et qui remonte, dans un premier temps, vous l'avez dit, à l'époque de l'assassinat 1804, de l'empereur. Et à l'époque, ou encore à 1986, l'année de la débâcle de Duvalier. Mais la transition, cette transition dont on parle est longue. Cette transition, elle est longue vraiment, paraît longue, parce que nous, les êtres humains qui vivons généralement 50 ans, 60 ans, maximum 70, 80 ans le plus souvent, nous sommes marqués par l'impatience. Nous n'avons pas la sérénité et nous n'avons pas la lucidité de comprendre que aussi bien qu'un enfant prend le temps de grandir, aussi bien que les choses de ce monde prennent le temps de changer. 30 ans, 40 ans, quand on regarde l'histoire de l'Europe, l'histoire des États-Unis, l'histoire de la France, 40 ans ne représentent absolument rien dans la vie d'un peuple. Êtes-vous en train de nous dire aussi, Franck Etienne, que la commission créée ne va rien donner? Mais écoutez, une crise aussi profonde, avec un chef d'État qui, à la suite d'un ensemble de consultations,
avec des individus, avec des groupes d'individus, et qui, au bout du compte, devraient nous présenter un bilan pour dire, voilà ce que je crois comprendre à partir de ce long dialogue de 2 mois avec des citoyens de la société, avec des groupes, et qui choisit plutôt de se référer à la fondation d'une commission. Ce n'est pas la première fois que ça s'est fait. Une commission, cela veut dire tout simplement que quelque part on peut interpréter cet acte comme étant une semi-capitulation ou une semi-affirmation de l'impuissance du personnage qui lui-même, il a tous les droits, dans ce sens-là, à partir de la Constitution, de gérer la cité et de contrôler la BAC. Là, il fait référence, c'est comme quelqu'un qui aurait délégué son pouvoir, sa vision à un groupe qui est hétérogène. Et au sein de ce groupe, je ne crois pas que tous les 11 ou tous les 12, je ne sais pas, c'est 11, oui. ne soient pas, je ne crois pas qu'ils soient habilités à comprendre ce qui se passe en profondeur depuis ces 40, 50 dernières années. Merci Franck. C'est le temps d'observer la pause. Au retour, on va parler d'autre chose. D'abord, est-ce que vous êtes essénien? Je ne suis pas essénien de manière classique et académique, mais je suis essénien parce que je suis un homme de la quête. La quête, pour dire quoi? L'initiation, pour essayer de comprendre non seulement le visible, mais le non-visible et le non-tangible. Merci Franck. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Franck Etienne. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Tia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Un petit Tony, en gros en détail. Y'a qui bon prix, en gros en détail. Et puis c'est produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Et puis c'est Titoni, produits pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Jwen marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44.
Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et sur le plateau, ce matin, Franck Etienne. On parlait de décennies. Vous avez dit que vous ne l'êtes pas dans la forme classique. Oui, de manière formelle, je ne suis pas enseigné, mais et on a tendance à considérer tous ceux-là qui font cette quête interminable au niveau de la vie, au niveau du personnel, au niveau, je dirais, de cette quête de toucher l'essence profonde des êtres et des choses, eh bien, on les considère souvent comme esséniens. Écoutez, on a eu de grands esséniens, inoubliables d'ailleurs, qui sont annotés dans de grands livres. Moïse a été un essénien, et Michaël a été un essénien, Gabriel plus près de nous, un essénien, Jésus-Christ est un essénien. Et là, ce qu'il y a de commun entre les esséniens, je dirais classiques, et moi, c'est que nous tous, eux et moi, nous considérons que Dieu est un être, est une substance qui est partout. Dieu n'a pas de visage. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est une essence. Mais pourquoi on dit qu'il créa l'homme à son image? Ah non, alors qu'il n'a pas de visage? Écoutez, non. Et au niveau de Dieu, il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Et au niveau des religions, oui, il y a des images. Il y a même des religions où Dieu est assimilé à un serpent, où Dieu est assimilé à un arbre, où Dieu est assimilé au vent. Là, vous parlez de Dieu D majuscule ou Dieu D minuscule? Non, les D minuscules, ce sont les entités qui sont encore créées par ce que j'appelle des sociétés humaines dans un contexte bien particulier. Écoutez, l'image du l'homme est un créateur de religion et par voie de conséquence, un créateur, un fabricant de Dieu. De Dieu D-I-E-U-X, de D-I-E-U ou bien D majuscule? Se référant finalement aussi souvent à ce qu'on appelle le grand maître, le D majuscule. Et l'image du serpent qu'on nous présente, qu'on nous raconte, qui s'adresse à Adam et Ève? Là, nous sommes encore au niveau de l'histoire des sociétés humaines. Parce que les sociétés humaines sont toujours en quête de cette vérité qui est fugace, qui est fugitive, qui est éphémère. Mais la vérité profonde, la vérité authentique, précisément, c'est ce Dieu intouchable, invisible, intangible, et pourtant qui est en chacun de nous, et qui fait de chacun de nous un Dieu, et qui est partout, qui est omniprésent, omnipotent. C'est le point de vue. Moi, par rapport aux Esséniens, les Esséniens sont plus du côté de la religion. Sans se réclamer d'une religion formelle, proprement dite, ils sont plus proches de la religion que moi, parce que les Esséniens se réclament de la civilisation judéo-chrétienne. Or là, moi, il y a un point de rupture avec eux. Je n'ai pas eu le temps, j'ai assisté tout récemment à une conférence brillante, prononcée par un Essénien, par un prêtre essénien. Mais il y avait des points de divergence que je ne voulais pas évoquer dans le contexte, n'est-ce pas, de cette conférence. Je n'étais pas là pour les polémiques. La civilisation judéo-chrétienne est une civilisation responsable, à côté, bien sûr, de tout ce qu'il y a de grand, de sublime, de majestueux, de beau que nous a donné la civilisation judéo-chrétienne. Écoutez, l'électricité, l'énergie, avec Thomas Edison, Engel,
Hegel, Marx, et Beethoven, l'avion pour voyager d'un point à un autre. C'est-à-dire au niveau scientifique, au niveau, je dirais même social, c'est-à-dire les conventions sociales et certaines découvertes qui rendent la vie plus confortable, nous le devons à la civilisation judéo-chrétienne. Mais la civilisation judéo-chrétienne, ayant été à un moment donné, après la récupération du christianisme par le pape Constantin, nous avons eu une nouvelle donne qui est tout à fait pernicieuse, perfide. Quand Rome a récupéré la religion chrétienne, c'est-à-dire vulgarisée par Jésus-Christ, comme étant la religion officielle de Rome, à partir de ce moment, on est entré de plein pied de la civilisation, de la prédation, de l'accaparement des biens, et parfois les biens des autres, et souvent les biens des autres. Et c'est l'admiration de ce qu'on appelle le veau d'or, c'est l'adoration du veau d'or. Et l'argent et les éléments matériels sont devenus dominants. Et voilà déjà les causes fondamentales qui vont nous entraîner dans cette crise maintenant, qui n'est pas que haïtienne, qui est une crise mondiale, qui est une crise planétaire. On croit dans l'argent. Et ensuite, on nous a transformés à la fois, et ça c'est extraordinaire et en même temps c'est décevant. Alors, on nous a transformés en même temps en robots et en zombies. C'est-à-dire qu'il te faut la carte de crédit, il te faut l'Internet. Je ne nie pas l'importance instrumentale sur le plan scientifique de l'Internet qui nous apporte beaucoup d'informations, mais cela a contribué aussi à déformer la pensée surtout des jeunes. Ok. Et il y a quelques points que j'ai saisis. Alors, petite parenthèse, il y a quelque chose que je dois dire. Et ça aurait été une grave omission. La civilisation judéo-chrétienne est responsable de l'esclavage, de la colonisation, du génocide des Indiens et de cet enfer, de cette géhenne dans laquelle on a plongé 25 millions de nègres. Et jusqu'à présent, nous payons encore, nous subissons encore ce qu'on appelle cette exclusion des nègres dans les questions fondamentales touchant la gestion de la planète. Malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. Par exemple, je sens que vous pouvez créer des désaccords aujourd'hui, surtout chez les chrétiens. Quand vous parlez, par exemple, de la civilisation ou encore de l'Occident qui peut nous faire croire, ou encore d'après vous, on aurait en soi un Dieu. Et on serait Dieu. Mais écoutez. Alors si que les religieux disent que Dieu est jaloux. Permettez mon frère, permettez mon fils. Wendell, tu aurais pu être mon fils. Wendell, si Dieu, ça, toutes les religions et toutes les institutions à caractère culturel le reconnaissent. Je mets de côté, bien sûr, ceux-là qui se disent athées. Ça, c'est autre chose. Ça aurait été le thème d'une autre question. Est-ce que vous l'êtes? D'une autre émission. Est-ce que vous êtes athée? Ah non, athées, ceux-là qui se disent qu'il n'y a plus Dieu, qui ne croient en rien et que c'est le néant, ou bien encore qui se disent agnotistes, c'est-à-dire il n'y a plus rien. C'est le néant. Oui. Si, en grande majorité, dans les textes, on nous laisse comprendre et on nous a fait apprendre que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, pourquoi y aurait-il des exceptions? Donc Dieu est présent partout, mais il n'est pas présent en moi. Si Dieu est présent partout, il est présent en moi, il est présent à travers mes fibres, il est présent dans les particules élémentaires, il est présent dans l'ADN. Si on sait l'importance de l'ADN et l'importance du corps génétique, automatiquement on aurait pu dire que c'est la manifestation la plus évidente de la puissance divine. On sait que vous êtes engagé depuis environ une quinzaine d'années dans une sorte, si vous permettez que je l'appelle ainsi, d'initiation personnelle. Où est-ce que vous en êtes?
J'avance lentement parce que l'initiation ne se fait jamais à vive précipitation. Très lentement, mais assurément aussi très lentement vers la fin de ma vie, car je suis un être humain en fin de vie, en fin d'existence. Je sais que pas mal d'amis, pas mal de gens que j'ai rencontrés dans les banques, dans les supermarchés ou dans certaines manifestations, et sont parfois effrayés ou désarçonnés par le fait que je dise que je suis moi-même à la fin de ma vie. Je suis à la fin de ma carrière d'être humain. Mais je suis aussi à la fin de ma carrière d'écrivain. Je suis un créateur en fin de carrière. Donc, ce qu'il me reste comme petit quota de vie ou petit quota de potentialité s'échelonne, je ne sais pas, Écoutez, Franck, sur quelques années. Monsieur Étienne, Franck Étienne, une fois vous avez dit que vous êtes à votre dernier cycle de vie. Oui, n'est-ce c'est pas? le dernier cycle de vie. Comment vous allez réagir si à la fin de ce cycle, vous vous rendez compte que vous êtes encore là, bien vivant, et que cette prévision-là que vous croyez avoir ne dépendait pas de vous, mais de quelqu'un d'autre? Ah non, 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 là, je t'arrête. Tu parles de ce quelqu'un d'autre comme étant un corps, comme étant un être extérieur à nous. Dieu ne peut pas être extérieur à l'être humain. Dieu est en nous. Ok. Alors, comment vous allez réagir si, à la fin de ce cycle, vous vous rendez compte que vous vous trompiez? Il s'agit de la force et c'est ça que nous devrions apprendre, dans le sens du bien, bien sûr. Nous n'allons pas enseigner à nos enfants la pratique de la mort, la pratique de la destruction, la pratique terroriste, parce que le terrorisme traduit une désespérance profonde. À l'école, dans la famille, il y a une approche qui aurait dû être mise en application. Apprendre à nos enfants à découvrir que Dieu, que la force divine, que la potentialité, que le rêve qui transforme le monde est en eux. Nous avons des enfants, nous avons une génération sans rêve, nous avons une génération qui est déboussolée. Quand vous parlez aux jeunes, vous avez envie souvent de créer des miracles, de rechercher la petite clé qui pourrait leur ouvrir la porte pour qu'ils voient la lumière. Oh, la lumière est en chacun de nous. La lumière est en nous. Et toute quête n'est autre chose qu'une quête de lumière. Vous avez une vision de Dieu, une vision de l'homme. Je ne peux pas dire vision. J'ai dit un concept, une pensée et à la limite même, je n'offense personne, je ne critique personne. À la limite, il est même un fantasme parce qu'on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas. On s'accroche à son rêve, on s'accroche à ses illusions. On veut arriver dans 2 jours à Jérémie. Ou bien on prend, je ne sais pas, dans le temps qui compte, on prend un bus, on prend un bateau, ou bien si on a suffisamment la capacité physique, on fait la route, souvent en jogging, comme un jogger. On mettra plusieurs jours. Non, mais ce qui arrive, a-t-on la certitude absolue? Car cette certitude absolue, c'est précisément Dieu. Et c'est ça qui nécessite la quête. Si j'avais la certitude absolue, je ne me serais pas lancé dans une quête perpétuelle, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie. Quand on fait la quête, quand on s'initie, c'est qu'on est partagé par la certitude et l'incertitude. On est partagé par l'illusion et la vérité. Donc, questionnement au quotidien. Au quotidien, apprendre d'abord à se découvrir, à se respecter et à respecter les Alors, autres. ce que je voulais dire, est-ce que ça devrait se résumer à un questionnement au quotidien? Mais c'est un questionnement perpétuel. C'est un questionnement perpétuel. Or, ce qui arrive,
Wendell, le plus souvent, les hommes, je dis les hommes, les femmes aussi, les êtres humains sont happés, attirés par une musique insipide, un vieux disque qui se joue à l'intérieur de nous et qui nous fait penser plutôt au repas du midi. La petite amie qui est allée à Miami, est-ce qu'elle n'est pas allée rencontrer, n'est-ce pas, mon rival? Quand est-ce que je pourrais changer la vieille voiture qui le plus souvent me laisse dans les rues? Nous sommes happés, attirés, totalement, je dirais... Par les vicissitudes de la vie, le matérialisme. Le matérialisme et les choses les plus banales de la vie. Ce qui fait que nous passons à côté de la quête qui elle-même aurait dû occuper la place majeure, la place fondamentale. Les raisons de l'existence. Ce sont les raisons fondamentales de l'existence. Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Et qu'est-ce que je peux faire pour celui-là qui me tend la main vide et qui a son enfant qui n'a pas encore mangé depuis 3 jours? Donc vous vous posez ce genre de questions tous les jours, Franck? Totalement, et à la limite même de la pollution, je suis totalement happé par... Et ça, ce n'était pas le cas, bien sûr. Savez-vous que, je le répète, mais les gens le savent, j'ai été membre du Parti communiste, mais j'ai été de l'aile dure, c'est-à-dire rejetant l'existence de Dieu et disant que pour changer le monde, il faut avoir le courage de tenir un enfant par les pieds et de lui écraser la tête contre un mur. C'est ce que m'avait appris le secrétaire général du Parti communiste. Et ce n'est pas moi seul qui l'avait appris. Il l'avait appris, ça je me permets de citer des noms, il l'avait appris à Lionel de Renoncourt, il l'avait appris à Victor Benoît, je cite un nom vivant. Il nous avait appris que le vrai homme politique, que le vrai militant, c'est celui qui serait capable d'entrer dans une maison bourgeoise ou semi-bourgeoise, une fois qu'il s'agirait de la classe différente, de la classe à abattre. Eh bien, vous entrez, eh bien, s'il y a 5 enfants, vous les tenez par le talon et vous lui écrasez le crâne contre un mur. C'était détruire chez nous. Il l'a fait. Il y en a qui ont été victimes. C'était détruire chez nous la part divine, la part du généreuse. Car l'humanisme aussi. L'humanisme aussi. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Heureusement, cela n'a pas été le cas de tout le monde, mais là, je ne peux pas répondre à cette question. Qui a été à l'origine de ça? Je me suis rendu compte qu'un matin, il y a eu un revirement et j'ai compris que la vraie militance doit viser à changer la situation de tous les êtres humains, à donner la main, à tendre la main, car quand on donne 10, on en reçoit 10 millions. Le socialisme ou le communisme à ce niveau-là, c'était plus qu'un système, c'était plutôt une doctrine. Une doctrine avec ce que je dirais, bon, bien sûr, en face il y avait aussi la bête, parce que c'est assez nuancé cette entrevue. Dire quelque chose, c'est peut-être nier l'autre ou avancer l'autre. Cela ne veut pas dire qu'en face du communisme, il n'y avait pas la bête capitaliste à abattre. À abattre, qui est multiforme. Elle a pris la forme de l'impérialisme esclavagiste, impérialiste colonialiste, libéraliste, néolibéraliste, et actuellement, nous avons une très belle appellation, la mondialisation, qui implique le village global, la rencontre. Or, nous savons très bien qu'il y a là-dedans un immense mensonge, car le monde est dominé partout par les prédateurs. Les prédateurs, c'est ce qu'on appelle en créole les aloufas qui prennent tout pour eux. La politique dans tout ça, et Franck Etienne, serait donc le dénominateur commun quand on parle de capitalisme, socialisme. Or, on sait que... C'est pourquoi il faut tout changer, bien sûr. Il nous faut créer un nouvel être humain, il nous faut un nouvel humanisme, mais il nous faut une nouvelle approche politique aussi, que la politique ne soit pas... Précisément mondial, car actuellement, aucun pays isolé ne peut changer sa situation sans penser à ce qui se passe à l'échelle planétaire. On va finir, Franck Etienne, mais j'ai une dernière question à vous poser, ou encore j'ai un dernier sujet à voir avec vous. Et
évidemment suggéré par un auditeur. J'en fais le constat. Vous parlez jamais créole? Oh, c'est... heureusement, Même si vous heureusement que j'ai beaucoup d'amis et des parents qui m'écoutent maintenant. Chez moi, je ne parle que créole, même quand mon épouse, quand mon interlocuteur me répond en français, je réponds en langue créole. D'autant plus que on ne doit pas oublier le combat. Je ne suis pas en train de m'envoyer des fleurs. Le combat sourd et sans démagogie que j'ai mené et que je continue à mener pour le rayonnement de la langue créole, pour la splendeur de la langue créole qui est liée à l'émergence de la citoyenneté haïtienne. Car... Si la question, excusez-moi Franck, si la question ne m'était pas posée pendant que je réalise l'émission avec vous, l'entrevue avec vous, j'aurais dit à cet auditeur que vous étiez le premier à rédiger un roman en créole. Le roman créole Désafi, oui, qui a été publié en 1975. Je l'ai commencé en 1974, je l'ai publié en 1975 et actuellement, c'est un roman qui a été publié à 3 ou 4, 5 000 exemplaires en France. En créole. En créole et qui a été accepté, qui a été étudié aux États-Unis dans les universités. Votre réaction, Franck Etienne, à l'Académie, aux 33 académiciens qui ont été installés sur le créole, évidemment, pour le créole, évidemment. Là, vous me permettrez, vous m'accorderez avec la générosité de la gestion de l'heure. De l'heure, je ne sais pas, 2 minutes ou maximum 3 minutes. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une étape dans un long combat qu'on a mené depuis plus d'un siècle pour l'acceptation du créole. Mais au moment où on est arrivé à cette phase d'institutionnalisation, je constate qu'il y a des faux pas, il y a des distorsions qui sont regrettables. Moi, je dis, pourquoi pas Académie haïtienne? Parce que notre langue, ce n'est pas actuellement le créole, au point qu'ils sont obligés de dire Académie créole haïtien. Notre langue, c'est l'haïtien parce que il y a des gens qui ne l'ont pas compris, qui croient que je suis en train de retourner ma casaque, que je suis contre la langue française, contre la langue créole. Je ne saurais jamais, à la fin de ma vie, être contre la langue créole, qui est la langue de ma grand-mère analphabète, la langue de ma mère analphabète, la langue du Bel Air où j'ai vécu ma vie, la langue de Ravine Sèche où j'ai vécu mon enfance. Je dis tout simplement que le créole dans tous les pays du monde est une langue qui a pris naissance dans le contexte du colonialisme esclavagiste et le créole est né sur les plantations. Que l'on prenne le créole à base lexicale anglaise, que l'on prenne le créole à base lexicale espagnole, car il y a différents créoles, que l'on prenne le créole à base lexicale française, le créole à base lexicale portugaise, tous ces créoles sont nés sous les plantations, c'est-à-dire dans l'enfer, où l'on désubstantialisait le nègre comme être humain. Ce qui signifie que si le cas est différent pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou d'autres pays, eh bien, notre cas est très particulier. Comment? Nous avons rompu en 1804 avec l'exploitation colonialiste esclavagiste. Mais pas rompu avec le créole. Non seulement, écoutez, je te réponds, c'est une question importante, non seulement sur le plan social, sur le plan de la production économique, sur le plan humain en général, nous avons rompu avec. Alors pourquoi n'avoir pas rompu quelque part avec l'appellation créole comme étant caractéristique de notre parler? Notre parler devient haïtien à partir de 1804. Nous émergeons à la citoyenneté haïtienne et à ce moment-là, nous parlons créole parce que ça aurait été une façon d'infuser aux jeunes haïtiens le sens, le sentiment de la citoyenneté haïtienne, parler créole. Et l'Académie créée haïtienne
quand il sera question pour cette académie, parce que c'est le rôle de l'académie, de créer une grammaire fondamentale. Alors, on va dire grammaire créole haïtien, encyclopédie, on va dire encyclopédie créole haïtien. Non, on va dire dictionnaire créole haïtien. Non, il nous faut assumer. C'est parce qu'on n'a pas assumé qui fait nous la question liée, oui. Donc, si en France, le français parle français, l'Angleterre, l'anglais parle l'anglais. Et là, vous m'avez donné, merci. Vous m'avez donné une merveilleuse route, une merveilleuse voie, avec VOIX et VOIE, pour presque achever, avec votre permission, mon intervention, achever l'émission. Prenons le cas exactement de Rome, où le latin a dominé, le latin classique a dominé, qui va devenir l'Italie. La Catalogne, au sein d'Espagne. Donc on est le football, Barcelone. Le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, la France. Tous ces pays, sur le plan linguistique, sont axés, liés au latin. Mais à partir du moment de l'histoire où ces pays obtiennent ce qu'on appelle leur autonomie absolue pour créer institution la caillou, quelle langue ils viennent parler? Ils ne pas parler latin, non? Ou bien ils n'ont pas dit latin, le latin espagnol, le latin catalan. Non. L'espagnol, le catalan. Ils maintiennent des rapports avec la latinité, mais tous ces pays ont une langue à part entière, le catalan. Il y a 6 langues liées à cette latinité de manière fondamentale. J'ai dit de manière fondamentale. Parce que l'haïtien aussi, il y a la latinité de l'haïtien. On ne va pas dire créole. Depuis quelque temps, moi, j'apprends à dire l'haïtien. Je parle l'haïtien. Eh bien, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Catalogne, il y a le portugais. Eh bien, tout pays ça, c'est 6 qui gagnent, ils parlent une langue qui permet de prendre conscience de citoyenneté authentique et spécifique, et dans l'école, ils fait passer l'âme haïtienne. Oui, si depuis 15, 20, 30, 40, 50 ans, et si depuis qu'on y a nous apprendre à dire haïtien au lieu de dire créole, n'a pas apprendre mais Haïti tout. Oui, mais et l'américain? L'américain, ça c'est autre chose. Là, je te réponds. L'américain parle un américain qui n'est pas l'anglais de la Grande-Bretagne. Mais eux-mêmes, ça ne va pas dire rien que Dieu parle anglais, parce que l'indépendance américaine a été faite par des Britanniques, par des gens qui étaient liés encore à la mère patrie. Pas nous en sommes rupture fondamentale, c'est nègres que les va-nu-pieds, qui à 95% liés à l'Afrique, qui fait indépendance. Non. Donc nous faisons indépendance. Et vous diriez quoi de la Martinique, de la Guadeloupe? Ils n'ont même pas fait indépendance, ils ont marié, c'est fidèle, toujours. Merci un peu, Franck. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité sur le plateau de cette rubrique aujourd'hui, de façon spéciale, Franck Etienne. Et le dernier mot? Le dernier mot, je souhaite que progressivement, nous apprenions à nous-mêmes, à nos proches, à nos amis et à nos enfants que l'haïtianité n'est pas un vain mot et c'est ce qui nous permettra d'avoir la conscience de la citoyenneté haïtienne pour qu'Haïti devienne vraiment ce que nous rêvons qu'elle soit depuis longtemps. Merci. Merci, madame, monsieur. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Merci, Franck. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.